Précédemment, dans Fermez-la. Mr. Mouse. Il contrôle désormais la moitié de la pop culture et lance ses troupes sur les dernières poches de résistance. Nous devons l'arrêter avant qu'il assimile d'autres studios et licences. Le disque noir. Contenant un film capable de détruire les fondements même de Disney. Vous pensez vraiment à faire ça? Quelqu'un vous a lavé le cerveau et a transformé votre compagnie en empire cherchant à dominer le reste du cinéma. Mais qui aurait bien pu faire ça? Et après ça, nous... Mais avant de conclure le mois Star Wars, laissez-moi vous parler de TikTok. Oh, encore un truc de millennials. Prends ton cyanure, papy, fais ta sieste. TikTok, si vous ne connaissez pas, c'est une application de création et partage vidéo en tout genre. Je sais, au premier abord, ça a l'air d'être un truc de kikou qui font des pranks et des playbacks pas ouf, mais en vrai, ça a un charme début de YouTube où on partage des petites créations amusantes, des moments d'animaux rigolos, des gags. Il y a même une certaine créativité dans certaines vidéos. Genre, j'adore ce mec qui a fait le thème de Gravity Falls avec des verres d'eau. C'est vraiment chouette. Il y a des tas de super créations à découvrir. D'ailleurs, vous pouvez même partager vos créations à vous, ce qui est idéal en période de confinement. Et oui, même moi, je fais des vidéos sur TikTok. J'en ai fait quelques-unes sur des réactions à des vidéos Star Trek, des sketchs, des trucs comme ça. Parce que je me suis remis à Star Trek Nouvelle Génération dernièrement. Et quelquefois, je suis inspiré, je filme le truc, je dis un truc à la con. Voilà, c'est des petites réactions rigolotes comme ça. C'est pas ouf parce que j'essaye encore de maîtriser le truc, mais voilà quoi, j'arrive quand même à faire des trucs plutôt rigolos par-ci par-là. N'hésitez pas à aller sur mon compte, lien dans la description. Téléchargez l'explication pour faire ces vidéos exclusivement sur TikTok. Hâte de voir ce que vous allez écrire et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Professeur Igor Vandelkash. Alerte spoiler. Non, moi c'est Michael J. Ah bon? Vous ressemblez, hein? Tu peux parler, tu t'es vu? Je vois pas de quoi tu parles. C'est qui ce troisième costume de toile? De quoi un costume? C'est un nazi qui vient de l'univers de l'imagination et qui essaye de conquérir le cinéma. Ok. C'est donc vous qui m'avez lavé le cerveau et pris ma compagnie? C'est exact. Donc c'est vous qui avez détruit Star Wars? Non. Quoi? En fait, c'est tout le génie de mon plan. Je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Je n'ai même pas eu besoin de forcer J.J. Abrams et Rian Johnson de faire ce qu'ils ont fait. J'ai laissé les réalisateurs faire exactement ce qu'ils voulaient. C'est ce que j'appelle la technique du bobo contre médicament. Tu veux dire la carotte et le bâton? Non, c'est une idée originale, copyright moi-même. Je permets à des réalisateurs talentueux de faire les meilleurs films possibles, tout en produisant des films que les gens veulent. Laissant aux spectateurs le choix entre un film qui fait ce qu'ils veulent et un film qui fait ce dont ils ont besoin. Et ils choisiront toujours ce qu'ils veulent. En fait, ils sont prêts à combattre ce qu'ils ont besoin si nécessaire. Et comme je suis gentil et que je montre que je sais ce qu'ils veulent, ils font en sorte de se faire entendre de façon virulente. La meilleure façon de détruire la liberté artistique, les opposer aux spectateurs. On avait déjà commencé avec Marvel, où après Avengers qui a fait faire pipi dans la culotte des fans, on a laissé Shane Black faire un film à son image avec Iron Man 3, s'opposant ainsi à ce que voulaient les fans. Et donc on fait comprendre qu'ils ne voulaient pas le film d'auteur ou de liberté artistique. Ils veulent qu'on continue à les caresser dans le sens du poil. C'est pour ça que Kevin Feige a fini par virer Edgar Wright et n'a plus laissé Joss Whedon faire ce qu'il voulait. Et c'est pareil pour Star Wars, on a laissé les fans choisir. Et les auteurs n'ont pas d'autre choix que de se plier à leur volonté. Une telle armée coordonnée rend presque obsolète l'étoile noire elle-même. Et ainsi, les spectateurs nous donnent la légitimité de racheter tous les studios et licences pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir le contrôle de ces licences. Quitte à avoir des films calibrés sans la moindre ambition dans le processus. Qui serais-je pour leur refuser ça? Et Disney était le candidat parfait. Quoi de mieux que l'ami de notre enfance pour nous dire quoi faire et quoi aimer? Et puis exploiter les tendances prédatrices des corporations hollywoodiennes, c'était très facile. C'était juste Mr. Mouse qui s'opposait un petit peu à ça. Du coup, j'ai dû prendre quelques garanties. Donc en se focalisant sur une figure autoritaire menaçante à la 1984 d'Orwell, on a été aveuglé par la menace insidieuse des plaisirs faciles et égoïstes comme dans Le meilleur des mondes d'Huxley. Oui, c'est totalement volontaire. Oui. J'ai fait quoi en 84? C'est faux. Les gens veulent du grand cinéma. T'as juste décidé de suivre les spectateurs qui t'arrangent. Penses-tu? Bon, il est vrai qu'il y a eu quelques fanboys très colériques qui ont réussi à radicaliser quelques moutons, mais bon, passons au niveau supérieur. Mister Carnaval, là, joins-toi à moi, pour que tu puisses décider de ce que sera le cinéma de demain, une fois que nous l'aurons entièrement conquis. Tu n'auras plus à subir le moindre réveil de la force au dernier Jedi. Tu auras tous les empires contre-attaque que tu veux.
Est-ce que ce trou du cul vient sérieusement de me faire le coup de Vador? Semblerait, ouais. Ok, va te faire brosser, Mini Red Skull. Tant pis pour toi. Ça s'arrête maintenant. Tu as oublié, le bâton que tu tiens est sous licence Star Wars. Donc du coup, tu ne peux pas me tuer avec ça. En fait, c'est moi que cette arme ne peut pas tuer, parce que c'est moi qui détiens les droits. Et toi, t'es juste le connard qui m'a manipulé dans l'ombre. Donc officiellement, t'as aucun droit. Oh, shit. Non, 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 non! El Hydra, mon cul. Qu'est-ce que t'as fait, crétin? Tuer le méchant et sauver Hollywood? Il est mort qu'avec un coup de bâton électrique. C'est quoi, Snoob? Vandelcash a un système de clonage à sa disposition. Chaque fois qu'on le tue, son esprit est transféré vers un autre corps. Tu lui as juste permis de s'enfuir. Oh. Oh merde! Ok, réfléchis, Michael, là c'est le moment ou jamais. Ok, donc il a sûrement installé un système de clone quelque part dans le parc. On sait pas où, donc il peut accéder à n'importe quel point d'accès pour relancer l'attaque. Ok, donc il y a combien d'endroits où il pourrait lancer une attaque? Alors, Fantasyland, Adventureland, Frontierland, Toon Studio, Mainstream, Disney Studio, en comptant celle où on est, ça fait 7. Ok, tu pouvais dire de partout, ça aurait été plus simple. Putain, alors c'est trop de zones à couvrir. Donc qu'est-ce que... Ben, t'es parmi nous? J'ai suivi la situation de là où je suis. C'est quoi votre plan? Est-ce que tu peux couper tous les liens de communication entre les attractions? Je suppose, pourquoi? Je vais utiliser le disque noir pour détruire le point que Vandelcash utilisera pour lancer l'attaque. Vous allez détruire Disney? Non, justement, je veux que tu coupes tous les liens de communication entre les différentes attractions, comme ça, seul le point où il sera lancé et Vandelcash sera détruit. De plus, ça m'étonnerait qu'il ait mis son programme d'attaque dans le cloud de Disney, donc il l'aura sûrement sur lui, et donc dans la foulée, je détruirai aussi ce programme d'attaque. Ce qui veut dire que... tu seras détruit. Oui, bah ça, je réglerai ça plus tard. T'as plus ton marteau pour te protéger, je te rappelle. Oh, merde, c'est vrai. Mr. Mouse, vous pouvez appeler le marteau? Marteau. Tu m'entends, marteau? Je suis putain de mort. Bon, enfin, on va faire avec, je me débrouillerai. Comme vous voudrez. T'es un vrai pote. Stéphane, t'es toujours là? Je vais tous vous tuer! Ok, pour faire court, Mr. Mouse est maintenant de l'autre côté. Il va te donner accès à ses troupes. Attends, j'ai des troupes maintenant! Oh, bref, utilise les troupes pour retrouver une réserve de clones ou un mec cosplayé en Gestapo. Tu veux? Tout ce que tu veux tant que je peux me tirer de cet enfer! Merci. Joanne, t'es toujours là? Ouais, je suis garé au parc Astérix là. Pourquoi? Longue histoire, mais on a la sécurité de notre côté. Du coup, tu peux survoler le parc. Profites-en pour quadriller le secteur et essayer de retrouver Vandelcash. Il est à Disneyland ce connard? Oui, encore une fois, longue histoire. Ok, je décolle. Lix, il y a des chances que Vandelcash en profite pour essayer de reprendre le contrôle de Mr. Mouse. Donc... Ah non, me dis pas que je dois lui servir de garde du corps. Ok, par ici, monsieur le capitaliste. J'ai bien fait de me garer dans le coin. Oh, mais, oh, ça va pas recommencer, saloperie de pieuvre. Zou la pieuvre, lâche-moi bagnole. Donc ouais, si je me mets ici, ça devrait être un point assez équidistant pour pouvoir choper Vandelcash si jamais il lance l'attaque. Bon. C'est pas mal libre pour un mois de février, hein. J'ai fini par sortir cette vidéo en février. Donc nous y voilà enfin. La post-logie Star Wars initiée par le réveil de la Force touche à sa fin avec l'épisode 9, l'ascension des Skywalker. Et c'était de la merde. Ouais, je suis désolé les quelques fans de la post-logie qui auraient préféré que je défende l'épisode 9 parce que vous l'avez bien aimé, voilà. J'ai aimé le retour du Jedi qui a un petit peu les mêmes problèmes que l'épisode 9, donc je comprends que vous soyez déçus, mais voilà, je vais pas être de votre côté dans cet épisode-là, désolé. Et désolé aux fanboys qui m'ont rangé dans la case fan aveugle de Disney juste pour arranger leurs critiques, mais... non, désolé, je me dois d'être objectif. Et objectivement, le 7 et le 8 sont toujours bons, mais le 9... non. Ce film est raté, mais pas pour les raisons auxquelles vous pensez. C'est pour ça que je fais quand même une vidéo. Et pourtant, j'ai voulu y croire jusqu'à la fin. J'étais pas fermé à l'idée que J.J. Abrams se plante au vu de la situation dans laquelle il s'est mis, mais je gardais l'espoir quand même, car les BA offraient du pur Star Wars. J'étais prêt à y croire, car il y avait trop de passion dans les BA pour que je nie mon plaisir et le potentiel de faire un grand film. Mais finalement, seuls
les BA étaient passionnés. Des trucs qui étaient cool dans la BA, comme la chevauchée sur le destroyer, se révélèrent incohérents et inutiles dans le contexte du film, enlevant tout le grandiose de cette idée. Même avec les leaks et tout, je refusais de les croire, même si elles étaient finalement vraies. Parce que franchement, ça me choque que Disney, Lucasfilm et J.J. Abrams laissent passer des leaks comme ça, alors que d'habitude ils prennent des précautions énormes pour éviter que ça arrive. Comme quoi, ils en avaient plus rien à foutre à ce stade. J'étais comme Padmé dans la revanche des Sith, je refusais de croire que le film ait tué des jeunes promesses fascinantes. Pour moi, J.J. Abrams n'aurait jamais pris de décision aussi stupide comme juste faire revenir l'empereur. On n'entend que sa voix, les BA montrent jamais vraiment l'empereur. Même la promo est basée sur des images préexistantes de l'empereur. Pourquoi ferait-il ça si l'empereur est de retour? Ça doit forcément indiquer que l'empereur n'est pas juste de retour, qu'il y a autre chose. Et c'est face à la chose que j'ai eu le cœur brisé. D'ailleurs, une petite dédiche t'emmerde aux petits cons qui ont spolié le film juste pour pouvoir me donner tort. Mec, t'avais juste à attendre que je regarde le film. Oui, je me suis gouré dans mes prédictions. C'est pas une raison de gâcher le plaisir des autres spectateurs. Bref, ouais, j'ai été très déçu. J'attendais mieux de la part de J.J. Abrams, de Kathleen Kennedy, de Lucasfilm, mais finalement c'est arrivé. Marvelisation de Star Wars. Et je peux même pas juste blâmer J.J. Abrams ou Kathleen Kennedy ou même Disney pour ça, parce qu'en vrai, c'est trop facile. C'est pas aussi simple que pointer du doigt un seul responsable. Même Chris Terrio, le mec qui avait déjà pas réussi à sauver Justice League, qu'on a naïvement cru qu'il allait pouvoir changer quoi que ce soit à cela, et qui encore aujourd'hui s'humilie de plus en plus à essayer de justifier ce bordel, même lui, je peux pas lui en vouloir. Non, la vraie cause de l'échec de ce film est bien plus douloureuse à entendre. Oh, mais Michael J, t'es de mauvaise foi, tu reproches aux fanboys la nullité du film et non ceux qui l'ont fait. Alors, comment dire? Vous devez être extrêmement naïf de croire que le bad buzz qu'a suscité Star Wars 8 et le reste des films faits sous Disney n'a pas eu le moindre impact sur la création de Star Wars épisode 9. Surtout qu'on a des signes très évidents. Mais si vous pensez que ça n'a rien à voir, laissez-moi vous faire une petite liste. Sonic, SOS Fantôme, Les 4 Fantastiques, X-Men 3 et Origins Wolverine, Batman v Superman, Iron Man 3 et Mass Effect 3. Ces films et jeux vidéo ont subi des bad buzz tels que les créateurs ont dû changer des trucs. Mass Effect 3 a proposé une fin différente en DLC gratuit. Le Mandara revient dans le MCU pour corriger Iron Man 3. Justice League et les films du DC Extended Universe démontrent un changement de direction artistique dû au bad buzz de Batman v Superman. Et je dis ça alors que j'ai beaucoup aimé Birds of Prey. Et même Aquaman, j'avoue. X-Men 3 et Origin Wolverine se sont fait décanoniser et détruits par les autres films X-Men et Deadpool. Les Fantastiques ont eu tellement de mauvaises réactions dès l'annonce du casting que le film fut dénaturé au point que le réalisateur lui-même a renié son propre film. SOS Fantôme fut remonté, a rajouté des caméos de l'ancien casting et a déjà un anti-reboot qui arrive bientôt. Et Sonic, alors lui, c'est un cas d'école historique. Des fans qui ont réussi à changer un film avant même qu'il ne sorte. Cool pour les fans qui se sont fait comprendre par Paramount, mais je peux pas voir ça autrement que comme une porte ouverte à d'autres harcèlements genre Star Wars 8. À force, traitez-moi de défaitiste, mais on va l'avoir pour de vrai le remontage de Star Wars 8 sans femme. Surtout que des fanboys n'arrêtent pas de se féliciter d'avoir gagné contre un gros studio, surtout convaincus que le film n'est pas une énième itération de Hop qu'il est, jusqu'au casting de Jess Martin, qu'il n'a plus de défaut maintenant que Sonic ressemble à Sonic, Unleashed, et pire, l'utiliser comme un symbole anti-AJW juste pour faire chier Birds of Prey. Parce que les guerres culturelles, c'est Kaboulox maintenant. Merci putain de Skrull. Donc, en quoi ce serait impossible avec Star Wars, sachant que le 8 a subi 1000 fois pire que tout ce que ces films et jeux ont subi? Et les gens qui pensent que le 9 corrige ce que le 8 aurait soi-disant mal fait, ça n'aide pas. Surtout quand parmi vous, vous avez Ben Shapiro. Ouais. Vous êtes d'accord avec un crétin raciste, antiféministe, homophobe et qui est climato-sceptique au point de conseiller aux gens qui sont inquiets par la montée des eaux de déménager ailleurs et vendre leur maison. Just one small problem. Sell their houses to who, Ben? Fucking Aquaman! Bref, si ce genre de personne était de mon côté, je serais genre... C'est peut-être pas de mon côté, faudra que je me remette un peu en question. Bref, les gens qui ont trouvé que le film ne tient pas debout, mais pensent pas que c'est la faute des fans armés de battes ensanglantés qui adorent viser les genoux, je comprends que vous ne voulez pas assumer l'idée que le film est nul à cause d'une rage collective à laquelle vous avez peut-être participé, je me pose moi-même la question par rapport à Sonic où j'ai participé au bashing du design, mais ce serait irresponsable de nier. Ce n'est même pas la première fois que Star Wars a été influencé par un bad buzz. La menace fantôme est probablement le patient zéro du bad buzz internet, vu que les mauvaises réactions qu'ont suscité le film ont
poussé Lucas à s'agenouiller devant la toute-puissance de la fandom toxique de Star Wars, ce qui a mené à moins de Jar Jar, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de dialogue dans le 3, moins de blabla politique inutile, et plus de fanservice comme un équivalent de Boba Fett. Vous vous plaignez bien que la postlogie envoie chier la prélogie pour faire plaisir aux fans, mais quand un film change les trucs pour vous faire plaisir à vous, et fait des films pires dans le processus, vous dites rien. C'est mal que quand les autres le font en fait, c'est ça? Si je fais fermer là, c'est justement parce que les fans ont le pouvoir. Il suffit qu'une critique devienne populaire pour qu'elle devienne vérité et que les studios s'y conforment. C'est d'ailleurs un des nombreux problèmes des remakes Disney. Dans ce cas, c'est la responsabilité des studios et pas aux fanboys qui n'ont qu'à juste pas écouter les fanboys. Bah, sérieusement? Donc quand une personne se fait harceler sur le net, celui qui est en tort, c'est le harcelé juste parce qu'il est influencé par les harcèlements? Je sais pas si vous êtes au courant, mais le harcèlement, c'est un peu totalement, complètement un crime puni par la loi. Là, on parle pas de juste quelques personnes qui ont pas accroché au film, attention. Là, on parle de personnes qui sont allées menacer de mort, insulter, humilier publiquement et harceler l'équipe du film. Il y en a qui vont harceler ceux qui ont aimé ces films, pour dire. Oh, mais ce sont juste quelques critiques sur internet, ils font ça pour le lol, faut pas prendre ça trop au sérieux. C'est ce que disent toutes les personnes responsables de harcèlement. Les mots sont une arme puissante qui fait mal à beaucoup de gens. Il y a certaines personnes qui cherchent un refuge sur internet quand ils subissent le stress de la vraie vie. Du coup, les gens se sentent à l'abri nulle part. C'est pour ça qu'il faut être responsable dans nos critiques. Et pour commencer, arrêtez d'harceler les gens! En fait, ce qui s'est passé avec Star Wars épisode 9, c'est un petit peu un recommencement de ce qui s'est passé avec la trilogie originale. Pas par rapport au scénario petit malin qui va s'arrêter à là, non, par rapport à leur fabrication et à leur production. Je le rappelle, à l'époque de la trilogie originale, tout s'était bien passé pour le premier film. Ensuite, il y a eu un second film qui a beaucoup déplu à Lucas, qui du coup a mêlé son grain de sel dans le troisième film pour pouvoir se réapproprier sa saga, faisant ainsi le plus mauvais de la trilogie originale. Et je dis ça alors que c'est mon préféré. Tout ça pour que ça corresponde à sa vision. Et ben ça fait pareil pour l'épisode 9, sauf que là c'était pas Lucas, la personne frustrée qui a tenu à changer complètement le film, non, là c'était les fans. L'histoire de Lucas aurait dû nous servir de mise en garde. Personne l'a écouté en disant non, c'est pas vrai, c'est juste Rafik Djoumi qui ment, blabla. T'as des documentaires approuvés par Lucas qui disent le contraire, évidemment, Lucas il va pas admettre qu'il a fait de la merde. Et du coup, à refuser d'entendre cette histoire, bah on a fait exactement les mêmes erreurs que Lucas. Preuve de plus que les leçons qu'essayait de nous enseigner le Nuit sont ultra importantes. Non, c'est pas notre faute, c'est J.J. Abrams qui a voulu dégager tout ce qu'avait fait le Nuit pour pouvoir revenir à son plan dans le set. Non, pas du tout. Ceux qui pensent ça démontrent qu'ils ne savent absolument pas comment fonctionne J.J. Abrams et ne savent même pas comment a été prévue la postlogie. J.J. Abrams n'a jamais de plan quand il commence à raconter une histoire. C'est comme ça qu'il a toujours fait. Il ne savait pas où allait Lost, il ne savait pas où allait Fringe, il ne savait pas ce qui se passerait après Mission Impossible 3, il ne savait pas quoi faire après le premier film Star Trek, et il savait encore moins ce qui allait se passer après le réveil de la Force. Parce qu'il n'était pas censé revenir pour faire la suite. J.J. a été engagé que pour un film et laissé sa place à un autre. À la base, c'était Colin Trevorrow qui devait réaliser le 9e et dernier épisode de la postlogie. Mais il fut viré parce que apparemment c'était un gros connard prétentieux derrière les caméras et il avait fait le plus gros plantage de 2017 avec The Book of Henry. Donc non, J.J. Abrams n'avait pas de plan. Ce n'est pas son genre d'avoir de plan. On l'a pas engagé pour avoir un plan. Sa seule tâche était de faire un bon lancement. Le reste, c'était les autres qui devaient s'en occuper. Donc l'argument du « il voulait juste revenir à ce qu'il avait prévu », c'est juste de la spéculation basée sur de l'ignorance. Et puis c'est tellement évident que le film est comme il est à cause des fanboys. Car il ne fait que caresser dans le sens du poil les critiques faites à la postlogie. Ça, je ne cherche pas à le nier. Le film a été fait dans une optique d'annuler énormément d'éléments du 8 et du 7. Ouais, parce que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la nostalgie du réveil de la Force, le 7 et le 8 sont logiques entre eux. Du coup, si tu trahis le 8, tu trahis aussi le 7. Tu trahis toute la postlogie. Et du coup, le film devient le X-Men 3 de la postlogie, une destruction de tout ce que la trilogie avait mis en place. Et ça, même Shapiro l'a compris. Et ce mec est un gros con. Rien que le personnage de Hux. L'espion, c'est moi. Quoi? J'admets que j'avais bien aimé sur le moment le fait qu'il soit devenu un espion de la Résistance et qu'il fasse ça juste pour pourrir Kylo Ren. Ça m'est égal que vous gagnez, tant que j'assiste à la chute de Kylo Ren. J'avoue, j'ai bien rigolé. Mais en y repensant, ça n'a pas de sens. Ça semble avoir du sens par rapport au Nuit, où il montrait des signes de haine envers Kylo Ren, oui, mais ça n'en a pas par rapport au 7, où Hux était le plus dévoué serviteur de la cause du Premier Ordre. C'est lui qui a fait un discours hitlérien tant il est à fond dans son idéologie.
avec la mort de Snoke et sa haine envers Kylo Ren, il n'irait pas trahir le Premier Ordre. Il chercherait plus à prouver que Kylo Ren n'est pas digne de confiance à ses confrères ou quelque chose, mais pas collaborer avec la Résistance. Donc finalement, avec Hux, Gigi contredit son propre film plutôt que celui de Rian Johnson. Tu parles d'une tentative de faire revenir la postlogie à son plan initial. Et tout ça pour rien parce qu'il se fait buter et remplacer par Hux 2.0, joué par le méchant de Hudson Hawk là. Donc t'aurais pu garder Hux pour rester le méchant mof de l'histoire. Surtout qu'il serait ravi de dégager Kylo Ren pour servir Palpatine, hein. Les parents de Rey, le 7 disait que Rey doit arrêter d'attendre ses parents car elle ne les reverra jamais. Dans le 8, on explique qu'ils étaient personne. Et dans le 9... En fait, non. Ses parents sont bien personne. Par contre, son grand-père est le pire salopard de la galaxie. Donc, bye l'idée géniale de montrer que tu n'avais pas à être l'enfant de quelqu'un de spécial pour être spécial. Film écrit par Anton Ego. La force n'est pas à la portée du premier venu. Ouais, sauf que... Même Lucas disait que tout le monde pouvait être un Jedi. Donc là, tu envoies chier la postlogie et George Lucas. Et tes propres idées, hein, parce que dans le même film, tu as Finn qui découvre la Force. Oui, c'est officiel, il découvre la Force au cours du film. Ouais, même que Finn allait lui dire qu'il a la Force quand ils étaient dans les sables mouvants. D'ailleurs, c'est complètement con. Je te l'ai jamais dit, mais... C'était ultra évident que Finn voulait dire à Rey qu'il est amoureux d'elle. Non, parce que c'est complètement con de dire à ce moment-là qu'il est sensible à la Force. Je veux dire, je sais pas, moi, quand je suis sur le point de mourir, je me dis pas, tiens, je vais révéler à quelqu'un que je suis bon au bilboquet, hein. Puis même le running gag par rapport à ça avec Poe qui pose toujours la question et Finn qui refuse de lui en parler, c'est tellement évident qu'il voulait révéler ses sentiments. Et dans ces moments-là, Poe montre qu'il commençait à devenir un petit peu jaloux. Ouais, encore une fois, il voulait qu'ils soient gays les deux, hein. Mais hey, malgré la destruction de son talent qui venait d'elle et pas de son putain de sang, au moins on a toujours une héroïne digne et forte. En fait, non. Littéralement tout le film, on lui tient la main. Et limite, elle a régressé au point de faire les mêmes conneries que dans le 8. Chose qui passait dans le 8 parce qu'elle devait apprendre de ses erreurs. Mais là, ça passe pas car elle est censée avoir grandi. Et même dans le climax, ce sont les fantômes Jedi qui lui tiennent la main. D'ailleurs, on en parle du fait que Gigi a juste recopié le combat de la salle du trône de l'épisode 8 dans ce climax. Parce que c'est exactement pareil, hein. Kylo trahit son maître, Rey lui passe le sabre des Skywalker, ils font tous les deux front face à des gardes qui portent des armes variées. En quoi Gigi est censé corriger ce qu'a fait le 8 déjà? Mais au moins maintenant ce n'est plus une Mérissou. Ouais, ça en est plus une maintenant que tout est facile pour elle vu que tout est fait par un autre. Expliquez-moi, en quoi c'est mieux que dans le 7 ou le 8 où elle découvre petit à petit son potentiel tout en affrontant des épreuves émotionnelles qui remettent en question ses acquis et lui fait apprendre des leçons? Ça en est à un point où elle est difficilement une héroïne au sens mythologique, car elle ne prend pas de décision concrète, c'est limite Bella Swan maintenant. Elle ne peut rien faire sans un homme pour l'aider. Snoke reste sans origine pour laisser les fans imaginer leur propre théorie. En fait, non. On met littéralement un bocal à Snoke. Un bocal à Snoke. Ils s'en cognent les mecs. Kylo Ren est devenu le leader suprême, a décidé de détruire toutes les reliques du passé et de ne plus servir qui que ce soit, et plus rien ne peut le ramener dans la lumière. En fait, non. À peine qu'il a décidé de détruire les choses du passé et de ne plus être l'esclave de personne, voilà que passe Palpatine et direct le gentil toutou s'écrase, remettant donc le personnage au même stade où il était avant même le début de l'épisode 7. Je vois même pas pourquoi il accepte si facilement de servir Palpatine, quoi, parce qu'il a une armée super puissante? Je suis le leader suprême de la galaxie, connard, tu ne sers à rien. Au pire, je te bute là et je récupère l'armée, hein, ça a déjà bien marché une fois. Oh, et il redevient gentil après la mort de sa mère, aussi. D'ailleurs, putain que les scènes avec Leia étaient ultra cringe. On dirait l'épisode de South Park où Chef revient, là. On espère vous voir à l'école demain, chef. Tu parles. Au revoir, les enfants. Ouais, alors à demain. Oui, d'accord, vous vouliez pas la dégager comme une merde, vous vouliez me faire preuve de respect et tout, mais ça aurait peut-être été mieux de dire qu'elle est morte entre deux films, hein. Vous pouviez même commencer l'épisode 9 sur l'enterrement de Leia, quoi, un truc dans le genre. Le pire gâchis fait juste pour faire plaisir aux rageux, c'est bien sûr Rose, l'un des meilleurs personnages de la postlogie, tellement cool que j'ai fait une vidéo entière expliquant à quel point elle est chouette. Elle fait 2 minutes à tout péter. Elle s'est fait jarter comme une merde.
Beaucoup de fans de Rose ont remarqué que le personnage de Dominic Monaghan, autre figurant, qui lui est là juste à cause d'un pari entre lui et J.J. Abrams, a plus de temps d'écran qu'elle. Je veux dire, pourquoi elle accompagne pas Rey et compagnie? Pourquoi elle a aucune scène avec Rey? Pourquoi personne n'évoque le baiser entre elle et Finn? Pourquoi introduire tous ces nouveaux personnages mal développés alors que Rose pouvait prendre leur place aisément? Genre sur la planète occupation nazie, là, pourquoi on n'aurait pas juste dit que c'est la planète de Rose? Et boum, t'as une occasion de développer un de tes personnages, connard. Même les idées que propose le 9 se font en fait non isées. Chewbacca meurt. En fait, non. C3PO meurt. En fait, non. Rey meurt. En fait, non. On promet le premier couple gay de la saga Star Wars. Oh cool, Poe et Finn vont enfin s'avouer leur amour. En fait, non. La pute. Le fameux couple gay, c'est entre un pilote d'X-Wing Osef et la nana qui a annoncé la mort d'Akbar dans l'épisode 8. Youhou, représentation timide pour arranger la censure des Russes. Oh, et Poe et Finn, on leur refile des noms homo. Parce que les mecs d'Hollywood, surtout Disney... They're pussies! Le film est même obligé d'expliquer en quoi les critiques sont cons de poser des questions genre d'où est-ce que Leia a appris à maîtriser la force? Bah, elle a eu un entraînement de Luke. Tout le monde avait compris dès le 8 sans qu'on nous l'explique. Même dans la trilogie, on voyait qu'elle était sensible à la force. On n'avait pas besoin de préciser que oui, elle avait bien l'entraînement avec Luke, évidemment, connard. Ou encore, pourquoi ne pas faire plus d'attaques à la kamikaze en hyperespace comme dans le 8? À moins de tenter de manœuvrer la Holdo, ça peut être très efficace. Non, c'est une manœuvre exceptionnelle. Ça et le fait que c'est complètement con de se poser la question pourquoi on kamikaze pas un porte-avions pour vaincre une armée. Sérieux, les anti-Star Wars 8, mais des fois vous êtes cons. Donc à force de chercher à se faire pardonner auprès de personnes qui ne méritent pas ce plaisir, on n'a plus le temps de raconter correctement une histoire. Et si on mettait encore plus de bâtons dans les roues, ça tourne encore trop là. Vous vouliez plus d'éléments de l'univers entendu? Ok, bah alors le film reprend carrément l'histoire de Knights of the Old Republic. Non, vraiment, une armada Sith cachée sur une planète qui n'est sur aucune carte. Le seul moyen de la retrouver est de chercher des bouts de cartes antiques qui amènent à un voyage sur plusieurs planètes. On découvre les origines sombres du personnage sans passé qu'on suit. Et à la fin, le héros arrive à ramener son amour dans la lumière. Mais du coup, le scénario est bien vu qu'on a repris du KOTOR que vous nous cassez les couilles depuis qu'on a annoncé Star Wars 7. Non, c'est de la merde. Parce qu'un scénario de jeu vidéo, surtout un RPG, ne rentre pas dans un film de 2 ou 3 heures. Film de 2 ou 3 heures qui a déjà beaucoup à raconter. Certaines étapes sont en trop, genre tout ce qui se passe sur la planète occupation nazie, ça pouvait pas se passer sur la planète qui aurait dû être Jakku, non? Ce jeu de piste a tellement d'étapes que ça aggrave le problème de développement de personnages et ne laisse plus le film ou les personnages respirer. Je me plaignais de rythme trop accéléré dans Rogue One, mais putain là c'est pire. Aussi, c'est quoi cette dague ancestrale qui a la forme d'un débris de l'étoile noire là? Même si cette dague datée de l'époque post-retour du Jedi, comment l'eau mouvementée n'a pas dégagé plus que ça les débris? Et même le twist sur le fait que Rey est une Palpatine, ça n'a aucun impact car le film ne laisse pas le personnage l'encaisser. Ça, plus le fait que Rey et Palpatine n'ont aucune dualité, donc Osef. En fait, découvrir qu'elle était la fille de personne était bien plus cruel et impactant que découvrir qu'elle était une Palpatine. Car qu'elle soit la fille d'un méchant ou d'un gentil, elle a quand même ce qu'elle voulait, une raison d'être dans cette mythologie. Découvrir qu'elle est personne est bien plus important et détruit qu'encore plus la jeune femme. Et surtout, ça montrait qu'on n'a pas besoin d'être une fille d'eux pour être importante ou talentueuse. Là, c'est mort du coup, tes super pouvoirs c'est grâce à ton sang. On revient au problème des midi-chloriens. Ryan Johnson l'avait parfaitement compris. Même Gigi l'avait compris dans le 7 avec Rey qui essaye d'avoir un père de substitution avec Anne et voir cet espoir tué dans l'œuf. Encore une fois, en contredisant le 8, ils contredisent le 7. On te ressort aussi le pouvoir de guérison de pas mal de jeux vidéo et autres histoires de l'UE. Les artefacts Sith ont bien sûr la forme de Holocron. On te sort les sabres jaunes. On donne une médaille à Chewie. Franchement, faudrait arrêter d'écouter tout le temps les chipoteurs qu'on a sur internet. Chewie n'a pas eu de médaille parce qu'il n'a pas eu un rôle décisionnaire dans la bataille. Il n'a pas tiré sur Vador, il n'a pas piloté le faucon et il n'a pas décidé d'aller sauver Luke. C'est Anne qui a fait tout ça. Et à ce compte-là, pourquoi R2 il a pas une médaille? Là, il a beaucoup plus participé, hein. Et pourquoi les autres pilotes aussi, ils ont pas une médaille? Et pourquoi Leia, elle se donne pas une médaille à elle-même? C'est grâce à elle qu'on a eu ce plan. Vous voyez, c'est débile de chipoter là-dessus. Je veux dire, ouais, c'est cool que Chewbacca ait une médaille, mais ça se voit que l'intérêt principal pour les scénaristes, c'est pas de faire une histoire, mais de faire plaisir aux chipoteurs. On te fait revenir Lando, ce qui, en soi, c'est cool, mais au final, il participe au problème de trop de personnages qui empêchent de développer correctement les personnages qu'il ne fallait pas louper. Surtout qu'au final, il ne fait rien à part piloter le faucon pour la bataille finale et donner une info qui envoie Rey et compagnie vers un énième lieu de leur jeu de piste via une scène d'action inutile. Oh, et une promesse d'histoire de peut-être que Lando a une fille. On te sort même des idées de merde de l'UE, comme l'empereur qui revient grâce à des clones. Ouais,
idée de merde. Car du coup, ça rend l'action finale d'Anakin Skywalker inutile. Il n'a pas tué l'empereur, il n'a pas ramené l'équilibre. L'empereur est toujours en vie quelque part. Fort probable que ce jour-là, il a juste tué un clone même. Quoi ça? Le film ne dit jamais directement que le mec a été cloné? Alors déjà, la novélisation l'a confirmé, oui, c'est bien un clone de Palpatine, c'est pas Palpatine directement. Et puis même sans ça, je vois pas ce que le début du film suggérerait d'autre. À moins que vous croyiez sérieusement que Palpatine aurait pu survivre à ça. Donc c'est quoi le plus con, qu'il ait réussi à se faire cloner ou qu'il ait survécu à une explosion dans une explosion? Si ça se trouve, même Rey ne tue pas l'empereur mais un autre clone. Maintenant que t'as ouvert cette porte, tu peux sortir un clone de ton cul à n'importe quelle occasion. Empereur qui d'ailleurs revient que pour diminuer le personnage de Kylo Ren, annule la morale du 8 sur la non-nécessité d'être issu d'une lignée, j'insiste là-dessus, et servir de boss final face et l'invaincre parce que, encore une fois, ce con a pas compris qu'il faut pas balancer des éclairs sur un sabre laser qui envoie les éclairs. T'as oublié ce qui s'est passé la dernière fois? Je veux dire, merde, là t'assistes tellement que tu te désintègres tout seul, mais quel con! Après, pour être honnête, ce n'est pas juste le fanservice pour les fans de l'univers étendu le problème, non. Il y a aussi le problème du fanservice pour les fans de la postlogie, notamment les Reylo. Reylo désigne une catégorie de fans de la postlogie qui pratiquent le shipping, c'est-à-dire fantasmer sur la possibilité d'une relation amoureuse entre deux personnages de fiction. Ici, entre Rey et Kylo Ren. Ça a surtout commencé depuis le 8, et... ouais, le 9 en était visiblement conscient. Alors, je vais pas faire comme j'en ai vu sur internet, des rageux qui veulent diaboliser absolument les Reylo en les faisant passer pour pire que la Phantom Menace alors que... c'est raté. Je vais même pas dire que vous devriez avoir honte ou que vous avez tort de shipper des personnages entre eux. C'est complètement innocent. Vous faites ce que vous voulez et j'ai envie de dire, même moi je shippe des personnages. Hein. Hashtag give Finn a Poe. Je le précise parce que je me rends compte que cette communauté doit être très sur la défensive à cause des multiples réactions anti-postlogie et tout. Donc je comprends que peut-être que vous pourriez prendre ce que je vais dire comme une agression de votre communauté. Hein. Donc surtout qu'en plus, même eux ne sont pas satisfaits de la tournure du couple dans cet épisode. Cela étant dit, dans le contexte du film, et le contexte du film seulement, Rey et Kylo Ren sont toxiques l'un pour l'autre et ne devraient jamais être un couple. Peut-être si c'était développé autrement, oui, mais dans l'état actuel, Kylo Ren est l'incarnation du petit ami de merde, violent, colérique, forçant la personne qui prétend aimer à se ranger de son côté ou crever, et... pratiquement le personnage de Dumb Driver dans Marriage Story en fait. T'es devenu un vrai connard! Tous les jours, je me réveille en espérant que tu sois morte, qu'une voiture te renverse et que tu meurs! Je peux pas croire que je suis lié à toi pour toujours! Putain, t'es vraiment une putain de malade! Rey voit l'homme blessé et essaye de l'aider, donc ouais, t'as un peu du syndrome de l'infirmière et une relation à la Belle et la Bête, ou Twilight, mais Star Wars 8 était très clair là-dessus, ça n'a aucune chance d'arriver. La fin du 8 disait clairement que Kylo Ren était désormais irrécupérable. Il a eu sa chance à une rédemption en tuant Snoke et en faisant front avec Rey. Rien que là, il pouvait suivre Rey dans la lumière et redevenir une bonne personne. Et il s'est débarrassé de l'occasion pour devenir encore pire. Tu fais tellement... avec ton propre égoïsme, que t'es devenu incapable de l'identifier comme de l'égoïsme. C'est ce qui était si intéressant dans la tournure du personnage et la mort de Snoke. On n'avait plus un mec manipulé par une incarnation du mal, non, on avait un homme qui décidait de lui-même de rester un connard et de tout détruire. Rien ne le forçait à faire ça à ce moment-là. Il était libre quand il disait ça. Je vous détruirai tous les deux. Elle, vous, et les autres avec. Donc, tu veux vraiment finir avec lui après tout ça, meuf ? Parce que tu mérites mieux que de perdre ton temps avec cet enfoiré, hein. Franchement, quand je vois ce mec, je me dis, Ménard trash, hein. Et je dis ça alors que je suis un mec. Et c'est toi, la grande gagnante! Ça envoie de très mauvais messages. Le mec est peut-être un connard qui te rabaisse, te bat, voire essaye de te tuer, mais il peut devenir meilleur si tu restes avec lui. Chères demoiselles qui grandissent avec ces morales et qui ont un Kylo Ren chez elles, n'essayez pas de le sauver. Larguez-le, sauvez-vous, vous n'êtes pas son thérapeute, laissez-le crever. Si le mec fait aucun effort pour vous, ne faites aucun effort pour lui. Ne gaspillez pas votre vie et votre énergie à essayer de changer un connard. Il ne changera pas même pour vous. Vous pouvez même sortir les excuses que vous voulez, genre oh il se fait manipuler par une sorcière blablabla. Non, tant que vous restez avec lui, il ne fera rien pour changer. Surtout qu'en plus, Rey et Kylo Ren n'ont pas du tout une bonne alchimie. Ils ont une bonne dualité, ça oui, mais tu n'as rien d'autre que du mépris et de l'envie de tuer l'autre durant tout le film. Ce qui fait que quand Rey sauve Kylo Ren, qu'ils affrontent l'empereur ou s'embrassent,
bah, ça sort de nulle part et t'y crois pas. Dans le 8, à la limite, car Kylo Ren essayait de séduire Rey, et la perdition de cette dernière la mettait dans une position de faiblesse et un besoin désespéré d'un guide. Donc tu comprends qu'un lien se crée. Mais ce lien fut tué en fin de film. Et même en général, pourquoi Rey aurait besoin d'une romance ? Ce ne serait pas mieux pour changer de montrer une héroïne qui n'a pas besoin d'être en couple pour être une personne accomplie? Genre elle peut être quelqu'un que si elle a un mec, c'est ça? Ça résume assez bien le problème du fanservice. À force d'en faire, on finit par oublier le sens que devait avoir l'histoire, et dans le procédé, on envoie des messages carrément toxiques. Aussi, le couple Kylo Ren et Rey est beaucoup plus incohérent avec le 7 qu'avec le 8. Et tout ça, c'était parce que J.J. Abrams il voulait retourner à son plan initial, encore une fois, hein. Je pense que le pire à propos de l'ascension des Skywalker, le truc qui vraiment m'attriste le plus, c'est que en regardant ce film, j'ai même pas l'impression de regarder un film de J.J. Abrams. Beaucoup traitent J.J. Abrams comme un vulgaire yes man. Ce qui n'est absolument pas. Abrams est un auteur, il a son identité visuelle, il a ses thèmes, il a son style d'écriture, il fait des commandes, oui, mais il a su se les approprier et y mettre son style. Un petit peu comme faisait Spielberg avec Jurassic Park, quoi. Et pour être juste, tu peux en voir des traces dans ce film, dans son humour et son esthétique. Le seul truc que j'ai aimé dans la rédemption de Kylo Ren, c'est la reprise de la scène du 7 où Kylo Ren est face à son père. Dans le 7, t'avais ce super plan où l'obscurité domine, mais une lumière passe au travers. Et une fois la lumière éteinte, Kylo Ren sombre finalement. Et dans le 9, quand il revient dans la lumière, et voit pas exactement le fantôme de Han Solo, le blanc domine le fond de l'image, démontrant que J.J. a une logique dans l'utilisation de certains motifs. Mais à part ça, c'est juste superficiel. L'image et l'humour, c'est tout ce qui reste concrètement de J.J. Abramsien. On retrouve plus ses thèmes parce qu'à force de faire plaisir aux fans, le film ne raconte plus rien à part de l'action. On retrouve plus ses techniques d'écriture car aucun mystère n'est laissé intact alors qu'on connaît J.J. Abrams, il aurait laissé du mystère même si c'est le dernier épisode. On retrouve même pas vraiment ses personnages, mis à part le trio principal. Kylo Ren n'est plus la boule de colère qu'il était pendant 2 films. Hux, comme je l'ai expliqué, n'est plus le même personnage que dans le 7. Même Maz, alors certes, j'ai été impressionné quand j'ai découvert que Maz dans ce film était un animatronique. Mais du coup, j'ai compris pourquoi je la trouvais si bizarre dans ce film. Elle n'est plus la petite vieille caractérielle qu'elle était dans les 2 précédents films. Parce qu'elle ne pouvait pas physiquement l'être, vu que c'est de l'animatronique et non une créature en synthèse. Je veux dire, on retrouve même pas le côté fan de Star Wars de J.J. Abrams. Je veux dire, la présence des Ewoks, là... Parce que ouais, J.J. Abrams fait partie de cette catégorie des fans qui adorent la trilogie originale, mais détestent les Ewoks. Are there Ewoks in the movie? That's all I want to know. All I want to know is, are there Ewoks? Living? Living. Les Ewoks, ils sont à chier. Mais un autre point assez déterminant qui me prouve que je n'ai pas vu un film de J.J. Abrams dans l'ascension de Skywalker, c'est que j'en avais rien à foutre de ce qui se passe. J.J. Abrams a ce talent pour rendre des personnages vite attachants, même des inconnus. La séquence d'ouverture de Star Trek d'ailleurs est magnifique pour ça. On a Papa Kirk, joué par un Chris Hemsworth pré-Thor, donc tu le reconnais même pas pour être ton Avengers préféré, qui va se sacrifier pour sauver sa femme enceinte qui est en train d'accoucher. Et malgré le fait que c'est littéralement la première fois que tu les vois, la musique de Michael Giacchino, l'acting, la situation et le montage t'arrives à être vraiment touché par la mort de Papa Kirk. Il a même recommencé dans Into Darkness avec cette séquence où Mickey de Doctor Who, avec pratiquement aucun dialogue, tu ressens toute la peine de ce couple désespéré pour sauver leur seul enfant. L'intervention presque divine de Khan, qui offre un miracle en échange d'un sacrifice, c'est une des plus belles scènes de la carrière de J.J. Même dans Star Wars 7, il a su mettre des scènes comme ça pour ses 2 personnages principaux. Rey et Finn sont parfaitement résumés et direct attachants, sans même leur faire dire un seul dialogue dans leurs premières minutes d'écran. Et dans le cas de Finn, sans même montrer son visage. L'intro de Rey en devient même magnifique, avec l'une des rares bonnes musiques que Williams a pu faire pour la postlogie. Là où dans le 9, bah t'as aucune scène du genre. Déjà que le film n'a aucune occasion pour développer correctement ses personnages. Mais surtout, j'en ai rien à foutre qu'il arrive quoi que ce soit à nos héros. Quand Rey meurt, je m'en foutais. J'en avais plus quelque chose à foutre d'elle dans les 2 précédents films, y compris la scène où je venais de la découvrir. Même la mort de Leia, là où J.J. a réussi à rendre la mort de Han forte et impactante, là, bon, je me doute qu'il pouvait pas faire mieux, mais c'est limite une formalité quand Leia meurt. Même le schéma de ses personnages. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur la nostalgie du réveil de la Force, Kylo Ren est un personnage qui s'enfonce dans la folie en ayant placé trop de confiance en une mythologie, au point de vouloir se venger de cette mythologie et des choses du passé, comme certains personnages
personnages de précédentes créations de J.J. Abrams. Nero dans Star Trek, comme je l'ai expliqué, comment il finit, il meurt parce qu'il a refusé de passer à autre chose et était trop fier d'admettre une faiblesse. Je préfère encore revivre la fin de Romulus des centaines de fois. Je préfère encore mourir dans d'atroces souffrances que d'accepter votre aide. Dans Mission Impossible 3, le vrai méchant de toute cette histoire est un agent de Mission Impossible qui veut détruire le vieux modèle du combat contre le terrorisme parce qu'il le juge inefficace. Comment il finit ? Dans Lost, le méchant principal est un homme qui a passé toute sa vie à servir une mythologie, s'est senti trahi et délaissé par celle-ci, et décida de la détruire. Ça vaut pour Locke comme pour l'homme en noir qui ne prend pas son apparence pour rien. Et comment ils finissent ? J.J. Abrams n'aurait jamais donné une rédemption à Kylo Ren, ou en tout cas pas une aussi radicale. Il aurait fait comme Rian Johnson, le faire collaborer avec Rey, comme Jack collabore avec Locke, Kirk collabore avec Khan, Ethan collabore avec Musgrave et Davian, mais au final rappeler que c'est un trou du cul, comme tous ces derniers. Il n'est pas contre la rédemption d'un personnage, mais ça doit nécessiter un effort, pas offert sur un plateau d'argent à un connard qui agit comme un monstre pendant plus de la moitié de l'histoire. Jack et Kirk ont une rédemption, parce que ce sont des héros qui veulent devenir meilleurs. Même en donnant une backstory incitant à l'empathie, il ne l'aurait pas fait. Il ne l'a fait pour aucun des méchants de ses films Star Trek, alors que Nero agit pour venger sa femme morte et sa planète détruite, et Khan agit pour sauver sa seule famille. Mais sachant qu'en plus Kylo Ren est une représentation des fanboys rageux qui détruisent la licence Star Wars en gueulant sur tout et n'importe quoi, ouais, il mérite encore moins la rédemption du coup. Pour dire, J.J. Abrams a été plus fidèle à des idées du 8 que du 7, genre le lien entre Kylo Ren et Rey. Il en a fait des scènes assez créatives par moments. C'est là qu'il a fait le plus d'efforts en termes de mise en scène, pour un truc qu'avait mis en place Rian Johnson. Donc, est-ce qu'on peut enfin buter, enterrer et pisser sur la tombe de la théorie qui dit que les deux réalisateurs se chamaillaient maintenant ? Mais je pense que la preuve ultime qu'on a affaire à un film totalement dépossédé de son réalisateur, c'est... D.O., le petit droïde qui est joué par J.J. Abrams lui-même. Ouais, savoir ça donne un tout autre sens de lecture au dialogue sur la maltraitance du dit droïde. L'impression qu'il a été maltraité. Rookie, grâce. J'ai la Rookie, grâce. Il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. Triste. Qui ne sert qu'à indiquer une direction à un groupe de héros en deuil et désespérés face à une force du mal implacable qui dirige un fanboy edgy en rage. Ce n'est pas un film de J.J. Abrams. Ça en a l'apparence, les visuels intenses, le casting avec ses potes qui font des caméos et son humour. Mais le film n'a rien du fond ou de la personnalité de J.J. Abrams. Pire, le film n'a pas de fond. Le réveil de la Force parlait du cocon rassurant mais problématique de la nostalgie. Le dernier Jedi parlait de la nécessité de s'émanciper du passé tout en assimilant ce qu'il t'enseigne. L'ascension des Skywalker n'enseigne rien. Je veux dire, quelle leçon apprend Rey ? Que la vengeance et la colère c'est pas bien ? Alors qu'elle tue l'empereur à la fin ? Ok, donc c'est pas ça. Que ce n'est pas tes parents qui te définissent ? Ça aurait mieux marché sans forcer les origines de Rey dans l'histoire. Et de toute façon, on le sait déjà. Le retour du Jedi reposait entièrement là-dessus. On reproche au 7 d'être un copier-coller du 4, mais au moins il avait un fond et un message différent. Là où le 9 c'est tout le contraire. Différent en apparence, mais dans le fond similaire. Non et puis c'est contradictoire avec le fait que les parents de Rey étaient des bons gars. Donc déjà leur existence dit que tes parents te définissent mieux que ton grand-père que t'as jamais connu. Parce que ouais, ce lien forcé entre Rey et Palpatine, finalement ça change pas grand-chose à leur relation. Hein. Et surtout, Kylo Ren redevient gentil parce que ses parents étaient gentils. C'est juste une histoire de bien contre le mal, sans autre thème derrière, et c'est triste à voir. Comme je l'ai dit plus d'une fois, Star Wars est un conte de fées. Et les contes de fées sont définis par leur morale. Tu vois, j'aurais pu accepter toutes les annulations des idées du 7 et du 8 si de l'autre côté, le film me proposait quelque chose. Prenez Star Trek 3 à la recherche de Spock. Beaucoup reprochent au film d'annuler les conséquences de Star Trek 2. On annule la mort de Spock, on annule le fils de Kirk, on annule Genesis, on annule les leçons qu'apprenait Kirk sur l'acceptation de la mort et tout. Mais beaucoup, dont moi, ont fait avec, car de l'autre côté, le film a une histoire de se battre pour maintenir la vie, apporte quand même des leçons et des conséquences qui resteront jusqu'au 6e film. On a la scène mythique de la destruction de l'Enterprise. On a toujours un bon film qui raconte quelque chose. Ce qui n'est pas le cas de Star Wars 9. Le pire, c'est qu'il y a une scène qui résume parfaitement le problème de ce film. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Rey. Rey comment ? Rey Trouduc. En début de film, quand on lui demande son nom de famille et qu'elle répond qu'elle n'en a pas,
elle parle à une petite fille. Et à la fin du film, quand elle prend le nom des Skywalker, elle parle à une vieille dame. Ce qu'était Rey avant ce film était important pour une nouvelle génération. Là où imposer une origine liée à la mythologie de Star Wars pour justifier son importance et sa place d'héroïne est importante que pour les boomers. La scène où Luke soulève le X-Wing a le même symptôme. On se focalise plus sur le fait que l'ancienne génération est géniale, mais on laisse plus rien à faire à la nouvelle. À force de caresser dans le sens du poil des fanboys qui ne veulent pas qu'on leur fasse la leçon, et ben le film n'a plus rien à raconter, et on prive les nouveaux fans de morale et de modèles importants. Et certains vont dire « Oh mais ça c'est de la faute de l'épisode 8, il a conclu tout ce qu'il y avait à raconter dans cette saga. Du coup c'était impossible de faire une bonne suite à l'épisode 8, c'était prévisible. » Alors, je suis désolé de vous le dire, hein, mais ceux qui disent ça doit être les pires scénaristes du monde. Hein. À force de se focaliser sur les sous-scénarios conclus dans l'épisode 8, on ne voit pas que le 9ème film avait la place pour raconter tout ce qu'il voulait. Faire une bonne suite à Star Wars épisode 8 est non seulement possible, mais en plus, Colin Trevorrow y était parvenu. J'admets que j'étais sceptique concernant le choix de Colin Trevorrow pour Star Wars 9, parce que, bien que j'aime bien son Jurassic World, c'était pas vraiment le meilleur des réals ou scénaristes. Fallen Kingdom était bien meilleur, deal with it. Surtout que thématiquement, Trevorrow semble un peu en contradiction avec les autres films de la post-logie. Les deux premiers parlaient de la nécessité de laisser le passé derrière nous et de créer quelque chose de nouveau, là où Trevorrow est plus « c'était mieux avant ». Le premier parc c'était génial. C'est vrai, moi je dis respect, ils ont pas eu besoin d'hybrides génétiques, juste de dinosaures, de vrais dinosaures, rien de plus. Mais depuis la sortie de Star Wars 9, pas mal de concept art et un synopsis de film que prévoyait de faire Trevorrow ont fuité et c'était 1000 fois mieux et plus pertinent. Pas de retour de Palpatine, mais un petit cameo en hologramme comme il fallait. Pas de boss final pour rabaisser Kylo Ren. Plus de Rose, pas de massacre du personnage de Hux. Un combat bien plus conséquent qu'entre le premier ordre, qui se passe sur Coruscant sous la forme d'une révolution à la française, collant ainsi à l'aspect parallèle avec l'histoire avec un grand H typique de Star Wars. Une vraie évolution de Finn qui inspire d'autres Stormtroopers à se rebeller, concept bâclé dans le produit final. Et pour Rey qui laisse concrètement son obsession pour le passé derrière elle, devenant ainsi le guide d'une nouvelle génération de Jedi. Et surtout, on a des thèmes sur la communication et le soulèvement d'un peuple bien mieux mené que juste un rassemblement de figurants en combat final. C'était pas parfait, bien sûr, par exemple le fait que Rey et Kylo Ren ont toujours une formation à suivre, ça colle pas trop avec la fin d'une nuit. Rey qui porte le costume de Luke dans le Retour du Jedi, beauf et ça gâche le code couleur blanc-noir de la dualité avec Kylo, qui lui d'ailleurs a toujours une rédemption avant de mourir et révèle que c'est lui qui a tué les parents de Rey. Et une romance entre Rey et Poe. Mais putain, hashtag give Finn à Poe quoi, merde. Mais au moins ça continuait l'histoire de façon logique. Ça cherchait pas à annuler tous les efforts de la post-logie pour faire plaisir à plusieurs types de fans en même temps. Ce qui est très surprenant de la part de Trevorrow encore une fois. Après je sais pas si sa réalisation aurait rendu justice à son concept, mais bon. Mais il n'y a pas que Colin Trevorrow qui prouve que c'était faisable. DreamWorks aussi l'a prouvé. Ouais, la post-logie Star Wars, ou du moins les 7 et 8, sont grosso modo Kung Fu Panda 1 et 2. L'histoire d'un fan d'une mythologie qui, de nulle part, l'intègre en tant que nouveau prodige et héros, devant combattre un héritier déchu, devenu un monstre destructeur prêt à tout pour avoir ce qu'on lui avait promis, quitte à tuer ceux qu'il considère comme sa famille, et ce héros venu de nulle part ne réussit pas grâce à un entraînement basique ou une éducation à l'ancienne, mais en comprenant une philosophie, en croyant en cette mythologie et cette énergie de la nature, et en exploitant ses qualités qu'il ou elle ignorait, comprenant ainsi la leçon universelle, que tout le monde peut devenir un Jedi ou un guerrier dragon. Pour qu'une chose devienne unique, il suffit simplement d'y croire. Il n'y a aucun ingrédient secret. C'est en nous. Et le nuit, le parallèle avec Kung Fu Panda 2 est tellement évident que je soupçonne Rian Johnson d'avoir secrètement voulu remaker ce film. C'est pas une critique ou quoi, hein, je trouverais ça génial en fait. Un gamin génial à la tête d'un empire se lance dans l'extermination totale d'une mythologie, il affronte le héros qui est obsédé par son passé et veut découvrir qui sont ses parents et d'où elle vient, obsession qui lui fait commettre des erreurs graves qui au final lui servent de leçon de vie. Elle découvre ses origines, décevantes et l'enfonçant encore plus dans le gouffre, mais comprend qu'il a déjà trouvé sa place dans ce monde, et que le passé est derrière lui ou elle. Et à la fin, le héros affronte l'armée puissante du méchant, qui sombre tellement dans la folie qu'il va jusqu'à bolosser ses propres hommes. Le héros arrive à convaincre des vieux maîtres résignés à rejoindre le combat, et oh mon dieu, c'est exactement la même putain de scène!
Non, et puis l'argument du oh là là, l'épisode 8 a conclu tous les sous-scénarios qui étaient lancés, bah à ce compte-là, Kung Fu Panda, il avait raconté tout ce qu'il avait à raconter dès le premier film et il appelait à aucune suite. Et bien malgré ça, on a eu de très bonnes suites. Comme quoi, hein, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est proposer de nouveaux thèmes. Waouh, révolutionnaire. Même le 2, la seule piste à exploiter, c'était juste quelques pandas survivants. Mais tous les autres enjeux étaient résolus. La fin du 2 est assez similaire à la fin de Star Wars 8. Une fin ouverte. Et Kung Fu Panda 3, bon alors oui, on peut dire que c'est le moins bon de la trilogie, mais cela dit, ça reste un très bon film qui montre exactement ce que Star Wars 9 devait faire. Parce que Poe fait dans ce film ce que Rey aurait dû faire dans l'épisode 9, à savoir... Transmets ce que tu as appris. C'est justement la nouveauté intéressante que le Nuit proposait pour la suite, et que Chris Terrio n'a pas su voir. Rey devait transmettre son savoir à une nouvelle génération. Ouais, vous trouvez pas ça rigolo que dans tous ces films qui se basent sur la transmission de savoir, il y en a aucun qui a eu l'idée de montrer le héros principal transmettre son savoir ? T'aurais pu même associer ça à certaines idées mises en place dans le 9, comme Finn qui se découvre sensible à la force, ou les gosses de Star Wars 8, ou même mieux, les Chevaliers de Ren. Dans une vidéo réaction à la première BA, j'avais supposé que Rey et compagnie allaient dans les ruines de l'Étoile Noire pour trouver le secret de Vador, qui n'est pas mort en Sith, mais en Jedi, en sauvant Luke. Et que donc le fanatisme que Kylo Ren et probablement les autres Chevaliers de Ren portent à la figure de puissance de Vador serait fausse. Et par cette vérité, les Chevaliers de Ren comprendraient qu'ils se sont trompés et ont suivi le mauvais guide. Et boum, les Chevaliers de Ren ne sont plus des soldats OSEF, mais de vrais personnages évoluant, questionnant la folie de leur chef et trouvant un nouveau guide. Le tout avec Kylo Ren qui reste un méchant. Car oui, il est crédible en méchant. À ce stade, son équivalent à Kung Fu Panda serait Shen, celui que tout le monde considère comme le meilleur méchant de la trilogie, comme quoi. Et en plus, ça aurait été cohérent avec les leçons du passé que le Nuit a mis en place. Tu peux même aller plus loin dans l'idée de la vérité et reprendre l'histoire politique du Nuit pour en faire une histoire en 3 temps. Pendant que Rey explique la vérité aux Chevaliers de Ren, Rose, et pourquoi pas Lando, vont détourner la soif de profit des autres sphères pour soutenir la résistance plutôt que le Premier Ordre. Tu peux même faire revenir DJ dans ce scénario-là et lui apporter une conclusion où il finit par choisir un camp. Quant à Poe et Finn, ils vont aller prouver à Hux et d'autres membres du Premier Ordre que Kylo Ren a tué Snoke. Ainsi, le Premier Ordre serait déstabilisé, se retrouve divisé par l'absence d'un leader fédérateur, perdraient leurs financeurs et ils s'entretueraient. Une victoire bien plus totale pour détruire une idéologie que juste tuer le patron dans une bataille. Là, on pourrait être sûr qu'il n'y aurait pas de nouvel empire avant longtemps et on aurait répondu à la question de Rey à la fin de Nuit. Comment rebâtir une rébellion à partir de ça ? Avec la vérité, la transmission de savoir et la conviction. On n'aurait même plus besoin d'une bataille entre gentils et méchants, on aurait quand même de l'action avec les méchants qui s'entretuent et Rey contre Kylo Ren, mais on aurait montré que gagner n'est pas qu'une question de force, et nos héros auraient triomphé avec leur morale, pas juste leurs armes. C'est quand même mieux que juste faire venir une grosse armée en expliquant que « Oh bah la dernière fois on avait juste mal reçu le message, pardon du retard !» Non mais sérieux, pourquoi cette fois ils répondent à l'appel ? Je veux dire, dans le Nuit on expliquait qu'ils recevaient l'appel mais qu'ils voulaient pas venir, et dans le 9, on renvoie l'appel et cette fois ils viennent. Quoi, c'est juste parce que Lando a demandé cette fois ? Et en plus, tu ferais un parfait commentaire sur le monde actuel avec les fake news, le révisionnisme qui arrange les puissants et les extrémistes qui réécrivent l'histoire. Tu pourrais même critiquer clandestinement les corporations comme Disney qui sont que du côté de ceux qui les arrangent financièrement et qui sont prêts à complètement laisser tomber les personnes qu'ils ont soutenues et qui leur donnent maintenant une mauvaise image. Et là, c'est juste moi qui est en train de déconner des trucs en me basant sur ce que proposait Colin Trevorrow. Donc imaginez ce qu'on aurait eu avec de vrais scénaristes talentueux. Je veux dire, on se plaint de fainéantis scénaristique de la part de la postlogie, mais apparemment de votre côté c'est pas mieux hein. C'est très, voire trop facile de faire un Star Wars 9 qui ne trahit pas Star Wars 8. Même moi j'y arrive avec ma fanfic à la con à l'instant. Mais peut-être que quelque part ils savaient que s'ils allaient dans cette direction, ils auraient encore plus énervé les fanboys. Car ça aurait accentué ce qu'ils détestent avec la post-logie. Que Rey soit un modèle mythologique sans héritage. Que Kylo Ren soit un méchant pas crédible. Que la licence se détourne de ce qu'ils veulent pour leur dire qu'il faut passer la mythologie à quelqu'un d'autre qui en a plus besoin que nous maintenant. Et pire, faire de la politique. C'était pas vu comme une qualité à l'époque de la prélogie, ça d'ailleurs? Pourquoi quand le 8 fait pareil et en mieux, on dit oh ça a rien à foutre dans un Star Wars? Vous savez ce que c'est exploiter un thème politique dans un film? Hein, c'est pas juste montrer quelques figurants en images de synthèse, hein? Donc on annule tout ça, on recule. Notre génération est toujours importante. Rey est talentueuse uniquement à cause de ses ancêtres. C'est grâce à nous que t'as des pouvoirs, connasse. Respecte-nous. Fuck les nouvelles générations. On oublie les gosses. On tue les chevaliers de Ren comme des merdes et on s'en fout que le vrai monde brûle. On veut juste éteindre notre cerveau avec du divertissement. Continuez à me traiter comme un bébé pourri gâté de 30 ans Hollywood. Je veux pas grandir. Ne refile pas mes jouets à d'autres enfants que moi. Vas-y,
dis pas que je suis Kylo Ren! Et en soi, c'est déjà grave. Mais là où ça devient catastrophique, c'est dans le recommencement du cycle. Comme j'avais expliqué, ce n'est pas la première fois qu'une trilogie Star Wars se mange un gros bad buzz et finit par y être influencée. Tous les fans qui ont grandi avec la trilogie, qui l'ont défendu jusqu'à imposer l'idée que c'était un bon film contre la génération précédente, et ben finalement, ils ont fait la même erreur, mais en pire. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie pour le futur ? Oh tiens, une pétition pour décanoniser Star Wars 9 et donner une autre chance au couple Reylo. Oh bah tiens, ça vous rappelle quelque chose ? On n'en est pas encore là, mais à cause des anti-postlogies, dans 10 ans, la génération qui a grandi avec la postlogie et l'ont défendu contre les nostalgiques de la prélogie, eh bien ils feront la même chose avec la prochaine série de films Star Wars qui sortira dans le futur. Bah oui, vous avez montré que celui qui crie le plus fort a toujours raison et qu'ils peuvent avoir ce qu'ils veulent des studios hollywoodiens. Et du coup, avec toute la frustration que vous avez créée en eux en défonçant les films de leur génération, eh bien ils vont la canaliser et comme vous, ils vont s'en servir pour défoncer les prochains films parce qu'ils sont pas aussi bien que la postlogie. Chers fans de ma génération, vous aviez l'occasion de briser le cycle. Tout ce que vous aviez à faire, c'est ne pas vous acharner. Ne pas harceler Lucasfilm et les artistes et laisser les gens faire les films comme ils veulent sans les forcer dans votre névrose. En d'autres termes, vous auriez dû la fermer. Et là, je me doute que ça va servir à rien, mais ça me paraît important de le dire. Chère génération qui a grandi avec les épisodes 7 et 8, qui ont été rabaissés par des idiots pour aimer ces films et qui se sont sentis trahis par l'épisode 9, ne faites pas la même erreur que nous. Brisez le cycle. Maintenant, c'est vous qui avez le pouvoir de faire ça. Posez-vous la question, que ferait Rey dans cette situation ? Ne pas accepter la main tendue de Kylo Ren et l'appel du côté obscur pour le bien de la licence. Soyez meilleur que l'on l'a été. Hey gamin ! Ouais, tu peux arrêter de m'appeler gamin, je suis plus vieux que toi en fait. J'ai trouvé le nazi, il sort du Nautilus et il se dirige vers le château. J'y vais, s'il arrive avant moi, fais sauter le sommet. Saloperie de kraken à la con. Oh, hey, Poutou, qu'est-ce qui te prend ? Tu me connais pas ? Ah bah non, la fois que je t'ai nourri, c'était avec Mr. Mouse. Hey, lâche ! Oh putain, d'où il sort lui ? Il est dragon, il a. Il est à la tour, tu confirmes que je fais tout péter ? Oui, vas-y, fais-le. Allez, du con, si tu veux redécorer, je te laisse ma carte. Voilà. Encore un connard qui m'a piqué l'idée pour mon 11 septembre à Disneyland. Hey, connard! Tiens, tu te retournes quand on te dit connard. Je dois reconnaître, tu es aussi chiant que ce cher alert spoiler. Mais sans ton cher marteau, tu n'es pas grand-chose. Tu es juste un mec normal en surpoids. Tu t'es regardé ? J'ai une ossature lourde. C'est ce qu'ils disent tous. Mais enfin, t'as raison sur un point. C'est vrai que sans mon marteau, je suis loin d'être une menace. C'est pour ça que j'ai pris ça. Geek. Et fier de l'être. Décidément, c'est pas ma journée. Devinez sur quoi je suis tombé. Oh yeah! Pourquoi vous insistez? Pourquoi vous refusez de comprendre? Ces licences m'appartiennent! Ton sabre, ton marteau, vous m'appartenez tous! Vos pouvoirs m'appartiennent! Parce que ces licences méritent mieux que des serpents venimeux qui les empoisonnent avec une idéologie barbare. Dégage de mon parc! J'ai pas fini de morfler, c'est ça? Feu! Bon,
C'était overkill, mais ça soulage. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, la thématique, c'était compliqué, hein, parce que pour aller avec toutes les armes et tout, fallait que je trouve un truc spécifiquement de la Fox. Bon, j'ai pensé aux griffes de Wolverine, mais ça aurait fait trop redite avec Marvel. Donc du coup, je cherchais un autre truc spécifique, et c'est là que j'ai trouvé un mecha d'Avatar. Donc du coup, je suis allé le commander sur Amazon. Non, mais on vient de finir en fait. Oh merde! De toute façon, Star Wars, c'était la Fox. Donc ah mais du coup, j'ai servi à rien pour cet épisode, quoi. Fait chier. C'est pas encore fini. On a le programme d'assaut, mais on n'a pas encore la réserve de clones. Du coup, on n'a plus besoin d'utiliser le disque noir? Il peut encore servir. On va en avoir besoin pour... Ben! Réponds-moi, Ben! Ah, vous voulez lâcher comme ça, hein? Vous allez... Reste fou là, toi? Pour Rose. Le disque noir! Je l'ai pris de sa boîte quand nous étions dans le vrai concentraire, moi et MJ Senpai. Arrête! Non! Tu vas mourir toi aussi si tu fais ça! Au moins j'aurais brisé le cycle. Merci Mathieu. Mets-moi au courant. On a retrouvé le corps de votre ami et... Oh, je sais que ça s'entend pas à ma voix, mais... Je suis désolé. En tout cas, il semblerait qu'il ait réussi. Bon, on n'a pas retrouvé de traces de Vandelkash. Ça devait être sa seule réserve de clones. Il doit être retourné dans l'imaginaire maintenant. J'aurais jamais cru qu'il irait jusque-là. À force de faire des discours sur la droiture et la morale, pas étonnant que certains agissent en fonction. C'est pas le moment de critiquer. Ce n'était pas une critique. Peut-être que ça devrait l'être. Je fais pas ce que je fais pour tuer des gosses. Je voulais qu'ils deviennent meilleurs, pas qu'ils s'acharnent au point de sacrifier sa vie. C'était peut-être pas la meilleure solution, mais le gamin a agi en héros. Tu peux au moins être fier de ça. J'ai du mal à l'être. C'est quoi la suite? Moi de mon côté, je vais essayer de nettoyer le bordel qu'a provoqué le docteur Vandalcrash ou qu'importe. Apparemment, on a fait des remakes live de nos classiques depuis quelques temps. J'avais pourtant ordonné d'enterrer le projet après les 102 Dalmatiens. On a repris Eisner pendant que j'étais dans la matrice ou quoi? Je pense que je vais rester un peu ici pour surveiller notre ami. On sait jamais. Et toi? Moi... Je crois que je vais un peu lâcher Star Wars, tu vois. J'ai pas envie d'être dégoûté par quelque chose que j'aime. Puis j'ai encore du boulot à la maison. Je tiens à te dire... j'ai eu tort à ton sujet. Peut-être qu'on peut devenir amis. Ça fait un plaisir. Surveille le bonhomme pas quand je suis pas là, tu veux. Compte sur moi. Je m'en veux de lui avoir menti. Ne le sois pas. On n'est pas sûr de pouvoir le faire revenir. C'est pour son bien. Faut mieux pas lui donner de faux espoirs. Toi, veille sur le petit. Moi, je veille sur MJ.